Toujours dans l'optique de décrypter des sujets et faits qui minent notre société, mesdames et messieurs, chers chercheurs et enquêteurs du savoir, pour ce nouveau numéro de l'émission Consensus, je vous embarque avec nous dans un voyage du savoir et d'apprentissage. Et pour ce faire, grande est ma joie de recevoir M. Ducrest Ndombo en qualité d'essayiste, d'écrivain et fondateur du think tank, l'Institut de la pensée. Il apportera également un éclairage majeur sur les 3 thèmes qui seront en point de mire aujourd'hui. Alors, mes salutations à vous et bienvenue. Bonjour Monsieur Ducrest et bienvenue ici. Bonjour madame, merci de m'accueillir. Nous sommes très heureux de vous recevoir et j'espère que ça ne sera pas la dernière fois. J'espère également. Merci beaucoup Monsieur Ducrest et comme à l'accoutumée, 3 thèmes seront en point de mire aujourd'hui. C'est-à-dire que 3 thèmes feront l'objet de notre émission. Au premier rang desquels, parlez-nous de vous et du programme LEAD dont vous êtes l'initiateur. Alors, tout d'abord, merci une fois de plus de me recevoir ici au sein de votre studio. Alors, je suis Ducrest Ndombo, je suis le gestionnaire des ressources humaines de formation, je suis auteur, écrivain, pour être précis, et je suis également président d'un think tank, comme vous l'avez remarqué tout à l'heure, qui s'appelle l'Institut de la pensée. Et je suis également en charge d'un programme qu'on appelle le programme LEAD, qui est un programme que nous sommes en train de mettre en œuvre afin tout simplement de répondre à quelques problématiques que nous avons identifiées au sein de notre jeunesse. Et comment faire pour participer à ce programme? Alors, LEAD, pour faire simple, est un acronyme, dans le fond, qui signifie tout simplement Leadership, Excellence, Action et Développement. Et c'était un programme que nous souhaitons élever au rang de programme d'excellence, dans l'objectif est finalement de pouvoir répondre un tant soit peu aux besoins que l'on ressent au niveau de notre jeunesse, des besoins en termes de formation. Quand je parle de formation, je ne vais pas parler de formation classique, mais c'est vraiment des formations qui sont inspirées, des formations qui se rapprochent un tout petit peu des programmes d'excellence que l'on peut avoir, un peu comme le programme YALI et tout ce qui s'ensuit. Donc, nous appesantons principalement sur 3 axes de formation. Le premier axe, c'est d'abord l'entrepreneuriat. Le deuxième axe, c'est celui qui concerne effectivement le leadership citoyen ou encore le civic leadership. Et le troisième axe, c'est celui qui concerne effectivement la gouvernance publique de manière générale. C'est-à-dire toutes celles et ceux qui souhaiteraient notamment occuper des postes à responsabilité dans la sphère publique. Voilà. Donc, si je comprends bien, vous travaillez aussi, en fait, vous œuvrez aussi dans le développement communautaire, en quelque sorte, s'il faut le dire comme ça. Effectivement, le programme LEAD est un programme qui vise à former, pour être un peu plus clair, qui vise à former les prochaines générations de leaders congolais. Et j'aime pas le présenter dans ces termes pour ne pas paraître trop prétentieux, mais en vérité, l'ambition, c'est celle-là. Comment est-ce que nous pouvons faire en sorte que, en fonction des dysfonctionnements que l'on remarque dans notre société, parce que lorsque l'on parle de la société, on voit quoi? On voit qu'il y a un décrochage scolaire, il y a également un manque d'engagement citoyen, on voit qu'il y a une déchéance du point de vue des valeurs, parce que beaucoup de jeunes, en tout cas, font montre d'un manque criard de valeurs, et non seulement des jeunes, mais même au-delà de la jeunesse, dans la sphère publique, on s'aperçoit que notre pays souffre d'une crise de valeurs. Elle se manifeste au travers de la corruption, elle se manifeste au travers de la confusion, elle se manifeste au travers du repli identitaire. Donc il y a énormément de contre d'anti-valeurs auxquelles nous faisons effectivement face dans notre pays. Et l'idée pour nous au travers du programme LEAD consiste tout simplement à s'inspirer de ce qui ne marche pas dans notre pays, notamment auprès des jeunes, s'inspirer de ce qui ne marche pas et créer des modules de formation, un programme de formation qui permet de corriger les dysfonctionnements que l'on voit dans la société. L'idée est simplement de faire en sorte que nous puissions communément identifier quelles sont les valeurs, les qualités que l'on souhaiterait voir chez certains leaders congolais dans 20, dans 15, dans 10 ans. Merci beaucoup, Monsieur Ducrest, pour ces éclaircissements. Étant donné que vous êtes écrivain, pourquoi avoir choisi le titre S'engager pour le Congo pour votre premier ouvrage? Alors, j'ai choisi le titre S'engager pour le Congo, comme vous venez de le mentionner, simplement parce que l'idée première était de faire en sorte que l'on puisse interpeller la conscience collective. Et l'interpellation de cette conscience collective se faisait au travers d'un titre qui soit effectivement assez évocateur. Et je pense que lorsqu'on parle d'engagement, il n'y a pas de mystère à faire là-dessus, on sait à peu près de quoi est-ce que l'on parle. Et le titre s'inscrit également dans une démarche qui est notamment issue d'une réflexion que j'avais menée dans le cadre d'un certain nombre de situations dans lesquelles notre pays est effectivement en proie. Nous sortions
d'une nouvelle décennie, ou du moins nous étions en train d'aborder une nouvelle décennie, nous étions encore dans une crise économique qui était quand même assez criarde, nous étions également sur le point de célébrer le 60e des indépendances de notre pays. Donc, il m'est tout simplement venu l'idée de faire en sorte que cette conjonction d'efforts, cette conjonction de situations, cette conjonction d'éléments de rupture me paraissait être un, une opportunité, je vais dire ça comme ça, une opportunité pour le pays, pour chaque citoyen, de pouvoir partir sur de nouvelles bases pour qu'ensemble nous puissions identifier le Congo auquel chacun va appartenir dans les prochaines décennies. Donc cela représentait pour moi, pour faire simple, un point de départ qui emmènerait la conscience collective à se retrouver, à faire un travail notamment de réflexion, une rétrospection par rapport à ce qui a déjà été fait, mais aussi à envisager l'avenir sous des auspices qui soient beaucoup plus favorables et en accord avec nos aspirations. Merci beaucoup, monsieur. Et comment avez-vous vécu cette expérience avant et après la publication de votre livre? Alors, c'est une expérience qui est, je veux dire qu'elle est très belle. Elle est très belle, elle est très exigeante. Exigeante parce que lorsque vous publiez une œuvre, ce que l'on attend de vous, c'est que vous soyez en capacité de défendre votre œuvre. Que vous ne publiez pas quelque chose qui soit simplement un livre qu'on a publié pour faire de la figuration, pour cocher une case. Mais parce que lorsque l'auteur, lorsqu'il publie un livre, il publie une expérience existentielle. Effectivement. Et donc, il faut que cette expérience-là soit la plus pertinente possible. Parce qu'effectivement, lorsqu'on met sur la place publique un élément de ce type, il faut attendre à ce qu'il y ait des critiques. Et donc, il faut justement qu'au travers de votre ouvrage, que vous puissiez fournir un travail de recherche, que vous puissiez tenir des arguments qui soient là aussi pertinents, que vous puissiez, surtout lorsqu'on écrit dans les essais de type tels que celui que je viens de mettre sur le marché, il est exigeant parce que la situation du Congo, tout le monde le vit. Chacun a sa propre idée du Congo. Et donc voilà pourquoi je dis que non, c'est un travail exigeant parce que au final, ce que vous dites n'a pas forcément vocation à être en accord avec ce que chacun pense. Et donc il faut effectivement avoir suffisamment j'ai envie de dire, de sagesse, de science, de lucidité pour dire les choses justes, mais aussi assumer ce que l'on pense et en dit. Merci beaucoup, Monsieur Ducrest. Alors, un thème m'a le plus captivé parmi tant d'autres, celui de l'intelligence artificielle, un levier du développement en Afrique. Nous savons tous que nous vivons dans un monde où la technologie évolue à une vitesse maximale. Parler de l'intelligence artificielle aujourd'hui ne se limite pas uniquement à parler de certains outils, par exemple comme l'IA, Claude et bien d'autres. L'intelligence artificielle aujourd'hui va au-delà. Peut-être que nous, en Afrique, nous sommes en retard, mais dans les pays développés, ils sont plus développés. Parlons, il y a maintenant la fabrication des robots qui jouent le rôle de réceptionniste, voilà, dans les restos, dans les aéroports. Ils jouent également le rôle de serveur. Et pour aller même plus loin, il y a même une fabrication des robots humanoïdes capables de porter un enfant. Alors, quel est le message que vous avez voulu véhiculer derrière ce thème? Bon, je n'ai pas, à vrai dire, précisément abordé la question spécifique de l'intelligence artificielle. Je suis allé de manière un peu plus large et abordé notamment la quatrième révolution industrielle, qui est donc la révolution numérique, auquel on peut effectivement joindre l'intelligence artificielle. Alors, je tiens tout simplement à dire que l'Afrique a manqué, comme chacun le sait, les premières révolutions industrielles. Nous n'étions pas en capacité d'honorer la première, la deuxième, la troisième révolution, mais tout porte à croire que nous pouvons tout de même, au travers de notre capital humain, au travers effectivement des efforts d'investissement qui sont faits en matière de télécom et autres, de pouvoir nous doter d'infrastructures qui soient en capacité là aussi de nous permettre de saisir cette révolution numérique. Et donc l'intelligence artificielle que vous venez d'aborder s'avère être à la fois un élément qui constitue beaucoup de, j'ai envie de dire, en fait, en vérité, c'est un fantasme, un vieux fantasme humain. On en parlait d'intelligence artificielle déjà dans le cinéma, on parlait de robots, Effectivement. etc. C'est un vieux fantasme de notre époque, mais aujourd'hui, ça apparaît comme étant un élément qui vient profondément bouleverser les équilibres dans le monde du travail. Il y a d'ailleurs la société Goldman Sachs qui avait, lorsqu'on avait lancé quelque temps après avoir lancé plutôt le ChatGPT, Goldman Sachs avait publié un rapport dans lequel il disait que 300 millions d'emplois seraient menacés du fait de l'intelligence artificielle. Donc 300 millions d'emplois, c'est considérable, c'est énormément de choses. Et donc effectivement, ça fait partie, comme j'ai dit tout à l'heure, des bouleversements que ces secteurs-là, que cet outil, que cette technologie va malheureusement apporter dans nos économies. Et en ce qui me concerne, je crois que l'exigence
que cela nous apporte, c'est effectivement de pouvoir revisiter, notamment les pays africains. On doit revisiter notamment nos programmes de formation et même au-delà des pays africains, il faut il y a une exigence qui s'impose à l'ensemble des pays, portant notamment sur l'amélioration, l'actualisation de nos actes de formation, l'actualisation de nos programmes de formation et, euh, et aussi faire en sorte notamment de préserver autant que possible un usage sain de l'intelligence artificielle. Parce que il n'est pas rare, malheureusement, pour beaucoup d'entre nous en tout cas, de tomber dans la facilité. Parce que les outils numériques ont la vocation effectivement de faciliter beaucoup le quotidien. Effectivement, étant doté d'une forte capacité d'analyse, de traitement des dossiers et bien Effectivement. d'autres. Donc Voilà. il n'est pas rare que l'on puisse tomber dans la facilité. Il n'est pas rare également que certaines personnes préfèrent recourir systématiquement à ces outils-là plutôt que de faire l'effort de la pensée. Et je crois que c'est un risque dans lequel il ne faudrait pas que l'on puisse tomber, d'autant plus qu'il y a énormément de secteurs qui sont aujourd'hui menacés. Le secteur du livre également, pour lequel je suis personnellement concerné, est menacé et tous les autres secteurs en vérité sont également menacés. À présent, on enchaîne avec le deuxième thème de notre émission. Alors, la question est celle de savoir quelle analyse faites-vous de l'apport de la jeunesse congolaise dans le processus du développement de notre pays? À vous la parole, monsieur. Vaste question. L'apport de la jeunesse congolaise, il faut d'abord, avant tout, préciser que la jeunesse congolaise, c'est le vivier démographique de notre pays. C'est le principal vivier démographique de notre pays. C'est environ 65% de la population du pays. Et donc, elle constitue effectivement les espoirs d'aujourd'hui et de demain. Et en ces termes, elle agit. Je pense même que le rôle de la jeunesse n'est malheureusement, de mon opinion en tout cas, n'est pas suffisamment utilisé à pleine capacité. Elle n'est pas suffisamment utilisée à pleine capacité. Il y a encore bon nombre de jeunes aujourd'hui qui se retrouvent en proie au problème de chômage, bon nombre de jeunes aujourd'hui qui se trouvent encore en proie à des situations de décrochage scolaire. On est notamment en face d'un phénomène qui est assez désolant, que le phénomène bébé noir que chacun sait, que nous déplorons effectivement, qui est assez révélateur malheureusement aussi de l'échec collectif de notre éducation de manière générale. Donc il y a énormément de défis. Et donc lorsque l'on est en face de ce type de situation-là, il n'est pas simple de dresser un bilan de manière générale sur la jeunesse congolaise. D'autant plus que il y a quelque temps encore, les autorités publiques avaient jugé bon, notamment d'inscrire les 3 années qui sont en train de s'écouler en ce moment comme étant les années de la jeunesse. Donc si on les inscrit comme tel, c'est parce qu'on estime qu'il y a eu une urgence véritable à prendre à bord encore le problème de la jeunesse pour lutter contre le dysfonctionnement auquel on fait face, mais aussi pour répondre un tant soit peu aux besoins liés notamment à l'emploi, à l'orientation et à l'employabilité des jeunes. Tant que les jeunes n'auront pas accès à tous ces éléments-là, il sera difficile pour eux d'être véritablement des acteurs de changement. Effectivement, monsieur. Étant donné qu'aujourd'hui nous sommes face à plusieurs types de jeunes, il y en a de ceux qui se cherchent. Il y a une deuxième catégorie de jeunes qui ont une forte addiction aux réseaux sociaux, à l'alcool et bien d'autres. Et il y en a des jeunes qui sont confrontés à un problème de chômage élevé, comme vous l'avez dit. Donc ça constitue aussi un frais pour le développement de notre pays. Cette fois-ci, on va se pencher de l'autre côté. On va essayer de surfer sur l'actualité politique. Ok, alors pour ce faire, Aristote a dit un jour que la politique est l'art de gérer la cité. Que pensez-vous de l'action des dirigeants? Que pensez-vous de l'action des dirigeants qui peinent à améliorer les conditions de vie des populations? Je pense que mon opinion n'est pas très différente de tous les citoyens congolais. Et je crois qu'il y a énormément d'attentes qui sont encore formulées aujourd'hui. Il y a énormément de, de désirs, de demandes, en tout cas, qui n'ont pas été totalement satisfaits. Il n'y a que le problème récurrent de l'électricité auquel nous faisons face notamment à Brazzaville. Il y a le problème de l'insécurité auquel on a tenté effectivement et on continue de tenter, je pense, d'apporter des réponses assez significatives. Il y a également le problème de l'éducation. Lorsque l'on lit notamment aujourd'hui les écrits, les copies, les documents écrits notamment par des élèves du collège, on est assez affligé de voir à quel point le niveau a considérablement baissé. Et donc, il y a énormément de difficultés. On parlait de chômage tout à l'heure. Donc, je crois aujourd'hui que notre pays, il est vrai, est en train de faire face à des situations qui sont des situations complexes, des situations de grands défis, il est vrai. Seulement, c'est en dépit de toutes
bonnes intentions, en dépit de tous les beaux discours, l'on est encore loin du compte. Et le peuple, effectivement, auquel effectivement je m'identifie, est en droit, là aussi, de s'attendre à ce que plus d'efforts soient faits. C'est pas pour dire que rien n'a été fait. Il y a des choses qui ont été faites en faveur de la jeunesse, notamment l'Agence de la création des entreprises, par exemple. Il y a des mesures qui ont été prises pour faciliter la création des entreprises. Aujourd'hui, avec 25 000 francs, par exemple, on peut se faire enregistrer au guichet unique de la CPCE, ce qui est plutôt une avancée. Il y a des mesures également qui ont été mises en place, comme le FIGA, qui textuellement sont plutôt des bonnes initiatives. Mais je crois qu'on est encore en droit d'en attendre davantage parce qu'on est encore très loin du compte. Il y a beaucoup de besoins qui sont inassouvis. On parle beaucoup dans l'entrepreneuriat de jeunes aujourd'hui, mais si on veut véritablement que les jeunes entreprennent, il faut qu'il y ait de l'énergie. Et oui, il faudra réunir toutes les conditions possibles pour permettre Effectivement, à ces jeunes d'entreprendre. effectivement. Donc, sans électricité, c'est difficile d'entreprendre. Et lorsqu'on n'a pas d'électricité, que l'on veut aller prendre, notamment pour ceux qui ont des coupes électrogènes, on prend du carburant, on nous apprend qu'il n'y a pas de Pénurie de carburant. carburant, Donc, vous voyez que les effectivement. conditions là ne sont pas favorables pour faciliter l'épanouissement en vérité de cette jeunesse-là. Merci beaucoup. Je pense que tout est déjà clair. Il n'y a pas à renchérir dessus. Quels conseils pouvez-vous donner à tous ces jeunes qui veulent s'engager en politique? Parce qu'il y en a de ceux qui rêvent faire de la politique. Bon, moi, je ne suis pas très à l'aise avec l'idée d'orienter tout le temps des jeunes vers la politique. Bon, peut-être pas les orienter tout le temps. Et je crois que euh, c'est peut-être quelque chose qui a commencé à germer dans nos imaginaires parce que, semble-t-il, les politiques sont des personnes qui, aux yeux du public, sont des personnes qui ont les mieux réussi. On a l'impression que le moyen le plus facile de s'enrichir, c'est de se lancer véritablement en politique pour avoir de l'influence, pour avoir de- Voilà. des voitures, etc. Non, moi, je crois surtout que ceux qui veulent se lancer ne doivent pas se lancer pour des besoins qui soient égoïstes. Lorsque l'on veut servir la cause publique, il faut commencer à bas échelle. Il faut commencer, comme je viens de le dire, faire des engagements réduits à la portion congrue. C'est-à-dire que dans votre communauté, qu'est-ce que vous faites déjà? Comment est-ce que vous impactez la vie des gens de votre communauté? Comment est-ce que vous impactez toutes celles et ceux qui sont près de chez vous? Ça commence par là, cette vocation-là. Et lorsque vous commencez à agir auprès des personnes qui sont dans votre communauté, lorsque vous commencez à porter des causes, parce qu'en vérité, c'est ça, faire de la politique, c'est porter une cause et la défendre. Effectivement. Or, aujourd'hui, nous avons de plus en plus de jeunes qui se lancent en politique, oui, c'est vrai, mais lorsqu'on leur demande véritablement les causes qu'ils portent, les causes auxquelles ils croient, on a un peu du mal à voir ce qu'il y a en dessous. Donc, moi, je suis beaucoup plus de nature. S'il faut porter un conseil à ces jeunes-là, c'est de leur demander d'identifier les causes qui leur tiennent à cœur et de commencer à mener des actions réduites à la portion congrue. Et qu'ils soient surtout des hommes politiques et non seulement des politiciens qui luttent pour la quête du pouvoir. Effectivement, ça va dans le sens, oui. Merci beaucoup. Alors, notre émission tend déjà vers sa fin. Alors, la dernière question est celle de savoir quelles sont vos perspectives à court et à long terme. Alors, notre émission tend déjà vers sa fin. La dernière question est celle de savoir quelles sont vos perspectives à court et à long terme. Euh, alors, à court terme, je dirais que l'autre perspective se résume d'abord au programme LEAD auquel nous avons fait référence au début. Nous tenons vraiment à ce que ce programme-là soit matérialisé et réalisé dans les conditions et dans les délais qui nous sont fixés, premièrement. Deuxièmement, nous espérons également pouvoir mettre en place une toute autre activité que nous appelons sous le Baobab. En vérité, il s'agit d'un café citoyen autour duquel nous rassemblons toutes les intelligences, notamment des communautés, afin de réfléchir sur les réponses apportées effectivement à dysfonctionnements auxquels l'on fait face dans ces communautés-là. Ça, c'est pour le court terme, court et moyen terme, on va dire ça comme ça. Maintenant, à long terme, j'aurais du mal à vous répondre parce qu'à long terme, on ne s'interdit rien. On ne Ok. s'interdit absolument rien. On a quelques projections, mais je préfère ne pas me prononcer dessus pour le moment. En tout cas, tout est clair, j'ai compris, ainsi que nos internautes, ils ont également compris. Merci beaucoup, Monsieur Ducret. Ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir. Merci également à l'équipe Star Brazzaville qui, jusque-là, ne cesse de concourir au bien de cette émission. Merci également à notre partenaire Toyekola. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur tous les réseaux sociaux de Star Brazzaville, de liker, de commenter et d'activer la cloche de notification. D'ici là, portez-vous bien.